Bienvenue à cet atelier où on va inventer l'école du futur. Merci d'être nombreux à cet atelier final. Nous avons transmis à Bruno Devauchel les mots-clés que vous aviez pu écrire jeudi et vendredi lors des ateliers en réseau. Monsieur Devauchel a assisté hier activement, pardon pour le verbe, au réseau libanais et Espagne-Europe. Et donc, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai hâte de vous entendre. Vous aviez été réclamé par les chefs d'établissement quand on avait préparé ces rencontres. Vous avez accepté de venir rejouer le rôle de grand témoin que vous aviez déjà joué lors des rencontres de Saragosse. Donc, merci beaucoup d'être un fidèle de la MLF et d'apporter non seulement votre expertise, mais votre liberté de ton et de pensée. Voilà, ce dont nous avons grandement besoin. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes, ou plutôt rebonjour pour un certain nombre d'entre vous que j'ai déjà vus dans les deux rencontres que j'ai faites hier, et puis certains autres que j'ai rencontrés il y a peut-être plusieurs années, ou lors d'une des précédentes rencontres de la MLF. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran immédiatement pour que vous puissiez avoir l'essentiel, je veux dire, de ce que j'ai voulu faire passer aujourd'hui à partir de tous les témoignages qui m'ont été remontés par les uns les autres. Et je l'ai appelé Aula del Futuro, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on a parlé effectivement de l'école du futur, et j'ai évoqué aussi le futur de l'école, car c'est une vraie question aussi. Ce n'est pas que l'école du futur, c'est aussi le futur de l'école dont il est question. Si j'ai choisi de vous parler de Futuro, c'est que je voudrais rendre un hommage en premier lieu, alors en espérant que je vais pouvoir passer correctement ma… Voilà, ça y est. En faisant un hommage d'abord à Jean-François Cerisier, qui est mon collègue depuis de nombreuses années, que vous avez pu entendre à l'ouverture de ces rencontres, mais aussi à M. Fernando Gamboa, qui est décédé récemment, et avec lequel nous avons eu la chance de partager pendant plusieurs années le cheminement justement autour du projet Aula del Futuro, à l'UNAM, à l'Université de Mexico. Nous avons eu l'occasion d'aller le visiter et de nous rendre compte des démarches qu'en Amérique du Sud et Amérique centrale étaient engagées, des démarches qui étaient engagées pour justement développer une école du futur. Alors, à partir de là, je ne vais pas être plus long. Je vais commencer. Alors, j'ai trois parties principales, une quatrième peut-être annexe, mais je vais commencer d'abord par dire ce que vous avez mis, je dirais, à ne pas oublier ou à ne pas négliger. Développer l'école du futur, c'est une chose, mais l'expérience, et ce que vous avez remonté, nous montre qu'il y a des choses auxquelles il faut que nous soyons vigilants. Alors, les premières choses, et j'en veux pour preuve l'échange du Liban avec le Liban hier matin, bien sûr, c'est rendre les infrastructures cohérentes. Je crois qu'il y a un problème qui a été soulevé ici ou là. On a plusieurs mails, on a plusieurs espaces de travail, les enseignants développent le leur, nous, chacun dans notre établissement. Dans chaque pays, nous n'avons pas les mêmes moyens. Bref, il est clair que cette cohérence des infrastructures, elle se joue comme un maillon essentiel de l'école du futur. Sinon, nous risquons d'être encore très émiettés et de ne pas pouvoir échanger davantage et mutualiser davantage, puisque le mot mutualisation est réapparu dans les nuages de mots que vous avez proposés. Alors, trois éléments de l'infrastructure. Évidemment, l'infrastructure matérielle, hein, les serveurs, le réseau, les terminaux qu'on met à disposition ou pas des enseignants et des élèves. Ensuite, la dimension logicielle, les environnements numériques de travail, hein, bien sûr, les services et les applications complémentaires. On a beaucoup parlé hier de Pronote, par exemple. Et puis, il y a aussi les outils pédagogiques. Excusez-moi, j'ai laissé une faute, je vais la corriger très rapidement. Les outils pédagogiques qui, évidemment, sont au cœur aussi de la réflexion sur tout ce numérique que l'on utilise. Et puis, un troisième axe. Alors, quelqu'un a un écho. S'il faut couper votre…
Merci. Alors, troisième élément, donc les ressources. Les ressources, alors c'est très multiple parce que là, je ne parle que des contenus, c'est-à-dire des documents. Si on parle en documentologie, c'est les documents. Ce sont des ressources donc qui vont soit venir de l'extérieur, mais soit aussi de l'intérieur. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, ce qui est fait à Madrid peut être revu à Tripoli, peut être retravaillé à Erbil ou à l'autre bout des États-Unis. Donc, on voit bien que là, du côté des contenus internes et contenus externes, il y a un vrai travail. On le sait aujourd'hui et on l'a observé depuis plusieurs années, les enseignants ont du mal à trouver des ressources pertinentes, mais je sais que vous faites un énorme travail pour en avoir parlé avec les uns les autres, pour essayer justement d'aider les uns les autres à ces ressources. Donc, premier point, rendre les infrastructures cohérentes. Deuxième point, alors, vous allez me dire, c'est dans l'air du temps, le care, prendre soin. Alors, prendre soin, d'abord, c'est ne pas encourager l'omniprésence des écrans et aider les jeunes comme les familles, mais aussi les enseignants, à faire des choix. Hein, on a le mot choix qui est en tête de nos journées. Ne pas encourager l'omniprésence des écrans, vous l'avez signalé à plusieurs reprises, et c'est vrai qu'il y a une certaine tension entre la nécessité d'aller vers le numérique, mais en même temps, le fait que beaucoup de jeunes, et on l'avait vu en Espagne, à Saragosse, d'ailleurs, on avait vu de nombreux témoignages là-dessus, selon les pays, selon les cultures locales, je le connais aussi le Liban, et je sais qu'au Liban, c'est le même problème, nous avons des jeunes qui peuvent être extrêmement utilisateurs d'écran. Donc, comment situer le numérique et les écrans dans nos établissements? Deuxième élément, ne pas oublier la saturation des sollicitations. Alors, c'est complexe cette phrase-là, je vais vous expliquer pourquoi après. L'attention, la place du corps. Alors, plusieurs éléments. Premier élément, on s'est aperçu que dans le cadre du confinement en particulier, mais c'est devenu plus évident là, nous avons tendance à fortement solliciter les élèves, parfois trop, et à distance, on s'est aperçu qu'il y avait dans certains cas des saturations. Alors, c'était soit l'oubli le plus complet, l'élève a disparu, l'enseignant a disparu, soit c'est l'hypersollicitation et on s'est retrouvé noyé. L'autre problème, c'est le problème de l'attention. Alors, si je dis cela, c'est parce que à distance comme en présence, l'attention reste toujours un problème. La solution que je propose, c'est de travailler sur l'hygiène d'usage du numérique, réfléchir collectivement à l'hygiène. Et puis, troisièmement, bien évidemment, il s'était remonté par certaines personnes, respecter la personne et la sphère privée. Autrement dit, savoir poser des limites. On parle des choix, c'est poser des limites aussi. Hein. Respecter la personne, on le sait bien, il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes nombreux de cet ordre-là. Et puis, il y a la sphère privée qui fait que, avec en particulier l'enseignement à distance, on se retrouve les uns chez les autres, entre guillemets. Et ce n'est pas toujours bien vécu, mais c'est surtout dans le temps et dans l'espace aussi que ça se joue. Donc, soyons prudents de ce côté-là. Alors, je vais continuer, si vous voulez bien. Euh, je vais évoquer un autre point qui est le point des fractures numériques. Il a été évoqué aussi à plusieurs reprises dans vos remontées, et je vais détailler. Il y a plusieurs types de fractures qu'il faut prendre en compte. La première, elle est évidemment celle la plus courante, ce sont les fractures liées à l'équipement et à la connexion. Ce sont les fractures les plus courantes, ce sont évidemment les fractures de base, c'est-à-dire que ce sont les inégalités de base auxquelles il faut faire face. Mais derrière ça, c'est aussi les inégalités culturelles. Nous ne sommes pas tous dans la même relation avec le numérique dans nos pratiques culturelles. Et comme vous travaillez dans des pays très différents, on s'est aperçu quand on compare, et on l'avait fait déjà à Saragosse aussi, lorsqu'on compare les pratiques d'un établissement à l'autre, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des dimensions culturelles qu'il ne faut pas nier, mais qui peuvent générer des fractures. Hein, qui peuvent générer des fractures. Alors, j'ai évoqué un autre type de fracture qui est l'électronisme, hein, donc ce qu'on appelle l'illettrisme numérique. Si j'évoque l'électronisme, c'est parce que vous l'avez évoqué en filigrane dans un certain nombre de vos remarques, mais il ne faut pas le négliger non plus. C'est-à-dire que nous avons affaire d'abord à la question de l'illettrisme, l'illettrisme classique, qui malheureusement ne nous permet pas, dans beaucoup de cas, de répondre aux
aux besoins de base. Hein. C'est exactement comme l'équipement et la connexion. Si je ne sais ni lire ni écrire et que je n'ai pas d'équipement et de connexion, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ensuite, il y a la domination de l'usage facile. Alors, la domination de l'usage facile, c'est une donnée qu'on va évoquer tout à l'heure et qu'il faut évoquer maintenant, c'est l'usage facile du smartphone et de la tablette. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'enseignants ont témoigné de l'écart qu'il y a entre l'usage habituel, coutumier d'une tablette ou d'un smartphone et les usages avancés de l'ordinateur. Donc, on voit bien que le passage de l'un à l'autre n'est pas aussi évident que ça. Il y a évidemment aussi les électronismes liés aux démarches et à la vie sociale, qui sont toutes ces démarches que l'on a à faire dans la vie quotidienne et qui nous imposent de passer par le numérique et qui ne sont pas si simples que ça. Et puis, il y a un dernier niveau qui est, je dirais, le niveau le plus élevé, mais qui nous touche tous. C'est que nous ne comprenons pas forcément la façon dont est agencé l'environnement informatique dans lequel nous travaillons. Combien de fois nous savons où nous posons nos fichiers lorsque nous les enregistrons, à quel endroit ils circulent, lorsque j'envoie un mail, la pièce jointe, elle est où, est-ce que c'est un lien? Bref, il y a une compréhension qui dépasse le simple usage pour aller vers une compréhension de ce que c'est qu'un environnement informatique. Alors, la question n'est pas qu'il faille que tout le monde connaisse tout, mais la question est que ne pas connaître certaines choses, en particulier pour un responsable d'établissement, par exemple, hein, c'est s'exposer à des difficultés importantes auxquelles on ne peut pas faire face dans un certain nombre de cas. Alors évidemment, on peut se faire aider aussi, hein, on peut se faire aider, bien sûr. Le dernier point de précaution, je dirais, que vous avez soulevé, vous n'avez pas soulevé souvent, et pourtant vous l'avez dit quand même, c'est l'éducation aux médias, que je traduis par EMIC, éducation aux médias, à l'information et à la communication. Alors, aux médias, évidemment, c'est développer la compréhension des logiques propres des médias avec leurs évolutions. Hein. Il y a malheureusement, je dirais, trop souvent, en particulier pour nous, enseignants, l'impression que nous connaissons bien cela. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on organise des formations sur comment fonctionnent des médias télévisuels ou audiovisuels en général, on s'aperçoit qu'en réalité, nous ne connaissons quasiment rien des modalités de fabrication et des contraintes que cela amène, mais aussi de ce que ça impose aux spectateurs, aux récepteurs. Donc, éducation aux médias. Deuxième élément, l'éducation à l'information. Attention. Comme le dit Michel Serres, nous recevons de l'information, nous traitons de l'information, nous émettons de l'information, nous stockons de l'information. Chaque être humain le fait. Et ce rapport action, il est important que nos jeunes, mais aussi nous-mêmes, nous y travaillions, d'autant plus que, on a bien vu récemment, l'augmentation de la masse d'informations et d'informations difficilement vérifiables rend de plus en plus fragile l'accès de chacun de nous à l'information, mais plus généralement au savoir. Et on le voit très bien lorsqu'il y a des polémiques entre scientifiques, hein, parce que l'information n'est que la forme, je dirais, diffusée des savoirs savants. Et puis, le troisième éducation, c'est l'éducation à la communication. Et vous l'avez évoqué ici ou là, c'est finalement construire une citoyenneté numérique, autrement dit, comment vivre ensemble avec la communication. J'évoquerai bien évidemment les questions de harcèlement en ligne, mais ils me paraissent insuffisants, mais j'évoquerai surtout le fait de cette immédiateté numérique, de ce flot permanent de communication que nous avons entre nous à titre personnel et qui évidemment interfère avec notre vie professionnelle, avec notre démarche d'élève et autres. Alors, ma dernière partie, c'était ce qui peut permettre l'école du futur. Et cette partie, elle est… Voilà. Alors, ce qui peut permettre l'école du futur, passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Voilà. Un cadre pour l'école du futur. Alors, je vais aller assez vite pour ne pas prendre tout le temps de cette synthèse. Je vais rappeler donc l'importance de nouveaux espaces-temps. Donc, assouplir l'espace et le temps de nos établissements. Je vais rappeler aussi le fait que
il faut accepter que l'asynchrone, ce qu'on appelle l'asynchrone, le différé, nous permette d'engager une nouvelle façon de travailler dans nos établissements scolaires en faisant cohabiter l'établissement réel et l'établissement virtuel. J'ai évoqué aussi la mise en réseau des établissements sur la base d'un cadre technique commun qui a été très fortement demandé. Et puis, la dernière question, c'était la question du BYOD, du Bring Your Own Device. Comment on peut avoir recours aux moyens personnels des élèves, si nécessaire, pour assouplir nos fonctionnements et rentrer plus dans une continuité entre les pratiques personnelles et les pratiques scolaires. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, évidemment, le deuxième grand chapeau, alors tout ça c'est repris de vos propos, c'est faire de l'école une communauté apprenante. Allons-y, passons à la slide suivante. Alors, 5 points pour cela. D'abord, il faut donner une juste place et trouver la bonne distance avec les écrans, avec les activités numériques par rapport à l'ensemble des contraintes du monde scolaire. Juste place, bonne distance, c'est aujourd'hui au cœur de nos problématiques et de réflexions qu'il faut mener pour demain. Ensuite, ne pas négliger les interactions constructives, développer la collaboration, favoriser le co-enseignement. Évidemment, travailler en équipe, développer la formation entre pairs et aussi, parce que tout ça, ça a été évoqué dans vos travaux, faire évoluer le lien avec les familles, hein, entre une dimension de personnalisation du suivi et développer la coéducation. J'ai insisté beaucoup, mais vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, sur la coéducation, qui est le fait que pendant la période de confinement, nous avons eu la possibilité de développer davantage la coéducation avec les familles. Les familles ont dû apprendre le métier, une partie de notre métier d'enseignant. Slide suivant. Alors, ce que l'on peut pour permettre le développement des jeunes. Alors, allons-y, voyons ce que l'on peut pour permettre le développement des jeunes. Alors, d'abord, ce que vous avez évoqué, c'est les compétences d'autonomie. Et j'ai beaucoup remarqué que vous avez parlé aussi donc de co-formation, d'auto-évaluation. Mais le problème, c'est que l'autonomie, c'est un concept un peu fourre-tout. Et deux mots sont apparus aussi, le mot initiative et le mot entraide. On voit bien qu'autour de l'autonomie, il y a un vrai travail à faire qui suppose évidemment un travail important auprès des élèves, mais aussi pour leur donner une place. Ensuite, ne pas se suffire des compétences disciplinaires pour aller vers des compétences dites de vie. Et donc, alors aujourd'hui, c'est les life skills, c'est les soft skills, c'est un petit peu cette évolution aujourd'hui et vous avez insisté là-dessus. Alors, évidemment, vous avez évoqué l'idée de réinventer l'évaluation, mais j'ai envie de dire, il faut la réinventer en présence comme en distance. Nous devons permettre aux élèves, et nous devons nous aussi, passer du simple contrôle à une évaluation, je dirais, dynamique, une évaluation des compétences en situation. Évidemment, penser à un nouveau rapport au savoir, c'est indispensable dans la mesure où il faut faire aujourd'hui en sorte que nos élèves s'autonomisent par rapport au savoir et surtout qu'ils apprennent à faire du savoir un allié du développement, de leur développement personnel. Et puis, dernier élément, et vous l'avez évoqué en filigrane dans vos propos, le rôle de l'enseignant est davantage dans la guidance que dans le guidage. Et le numérique est un moyen de faire ce passage du guidage à la guidance. Sachant que ça ne peut pas se faire si on n'amène pas aussi les élèves à repenser le rôle des enseignants, non pas comme celui qui dicte la conduite, mais comme celui qui accompagne l'enfant. Avant-dernière slide, si vous voulez bien. Alors, c'est quoi l'apprendre du futur? Et là, j'ai repris vos nuages de mots et je vais vous proposer la dernière slide de cette présentation. Alors, vous avez évoqué le besoin d'une scolarisation flexible et ouverte, basée sur des points qui sont peut-être un peu en tension. Alors, la sobriété, vous avez évoqué à plusieurs reprises la sobriété, mais en même temps, vous avez parlé de la créativité. On pourrait penser que je dirais, c'est deux pôles opposés. En réalité, vous avez bien noté, derrière sobriété, il y a une forme d'humilité, de pragmatisme. Une sobriété heureuse, effectivement. Hein, et en même temps, favoriser la créativité. Deuxièmement, former au choix, au pluriel, former au choix. Notre session avait le mot choix dans son intitulé.
les arts du choix, sachant que former au choix, au singulier, c'est former à une compétence spécifique qui est justement d'être capable de se mettre en situation de choisir. Il ne suffit pas d'affronter les situations de choix, il faut se les fabriquer, je dirais. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit, le choix, et manifestement, vous l'avez aussi évoqué. Évidemment, vous avez presque tous évoqué la nécessaire mutualisation que vous avez observée largement au cours de la dernière année, en vous disant, mais là, on a un terreau absolument essentiel pour pouvoir fonctionner. Et puis, différencier et coopérer. Alors, c'est intéressant parce que, en tension à nouveau, la différenciation pourrait faire penser à l'individualisation. Et en même temps, la coopération, c'est faire travailler les gens entre eux. Et on voit bien, alors, coopération, collaboration. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à comment différencier, et je ne parle pas d'individualiser, et en même temps le faire tout en coopérant. Notre ami Sylvain Connac, qui est là, pourrait en dire bien plus que moi là-dessus, c'est son sujet de travail. Moi, je l'aborde du côté du numérique en expliquant qu'à travers le numérique, nous avons des instruments que nous pouvons mettre au service de cette différenciation et au service de cette coopération. Et je pense que là, il y a des potentiels très importants. Enfin, pour conclure, je dirais, il nous faut penser le numérique dans l'avenir au service de toutes les continuités. Toutes les continuités, celles que j'ai évoquées à travers de cette présentation de synthèse. Et j'ai bien senti dans vos échanges que vous aviez vu à travers ces temps où finalement on était en rupture pour une partie d'entre nous, pour même une quasi-totalité d'entre nous, plus ou moins long, eh bien, ce que nous cherchions, c'est à retrouver du lien et de la continuité. Continuité entre présence et distance, continuité entre famille et école, entre enseignants et élèves, etc., etc. Et il semble bien que l'une des clés soit que quand on utilise le numérique, eh bien, l'une des clés, ça permet justement cette continuité, continuité des apprentissages, continuité dans le rapport au savoir, continuité dans les relations, dans les interactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur De Vauchel. C'est comme d'habitude très stimulant et merci pour cette synthèse qui, je ne pense pas trahir le sentiment collectif, reprend bien effectivement, en tout cas moi j'y ai bien vu nos travaux et les mots-clés et peut-être les fondements de ce qui était revenu un certain nombre de fois. Effectivement, le lien, la communauté, la continuité, le collectif, et puis cette place faite aux élèves. Voilà.